Commencer, d'abord pour vous présenter le Biocivam de l'Aude. Donc je travaille au Biocivam de l'Aude, c'est une association, d'agriculteurs et agricultrices bio dans le département de l'Aude. On réunit environ 350, adhérents, principalement des personnes qui sont déjà engagées en agriculture biologique, mais pas qu'uniquement. Il peut y avoir des porteurs de projets, des personnes qui sont intéressées par le thème sans pour autant avoir fait la démarche de se faire, certifier. Et puis, il peut y avoir des entreprises aussi ou des transformateurs ou des metteurs en marché de produits bio. On est une dizaine de personnes à travailler dans l'équipe, sur les différentes filières de production. Le département de l'Aude est un département très dynamique, en termes d'agriculture biologique. Il se trouve dans le top 5, au niveau français, autant en termes de surface engagée en bio que de nombre, d'agriculteurs. Hem Soit pour dire qu'il y a beaucoup d'activités, à la fois, des formations, à la fois des démarches collectives, des démarches de filière, des journées de démonstration, beaucoup de projets, collectifs, de développement et de promotion de l'agriculture biologique dans notre département. En fait, on est confronté dernièrement à la question: «Oui, mais la bio, est-ce que ça a encore de l'avenir? Tout le monde se déconvertit, ça sert plus à rien de faire de l'agriculture biologique». C'est un petit peu ce sujet-là qu'il était question d'aborder, avec vous, vu que le programme, Métabio, en 2019-2020, s'est monté, justement pour accompagner le changement d'échelle de la bio. Et on va voir, sur les graphiques qu'effectivement, il y avait une augmentation, du nombre d'agriculteurs biologiques. Je vais vous prendre les chiffres d'Occitanie parce que c'est ceux que je connais. Ce nombre d'engagements, en fait, en bio était, exponentiel. Si vous voyez les chiffres jusqu'en en 2021, on voit que le nombre, de personnes en bio augmente régulièrement et puis avec, des incertitudes, là, pour, ces dernières années. Ces 7 dernières années. La question, qui vient souvent, c'est celle, de la déconversion, donc en fait de l'arrêt de l'agriculture biologique. Donc on voit qu'il y a différents types d'arrêts. Il y a, ceux qui arrêtent, pour, des raisons administratives qui ne sont pas toujours des arrêts, c'est souvent un changement de forme juridique, ou un changement d'organisme certificateur. Et puis, il y a des personnes qui arrêtent leur activité, soit pour un départ à la retraite, soit pour, une nouvelle orientation professionnelle. Et puis, il y a des personnes qui se déconvertissent effectivement, mais ce nombre finalement est assez restreint, par rapport c'est moins d'un tiers, je pense qu'on est à un 5e en fait des proportions d'arrêts qui sont, des déconversions, par Interbio Occitanie. Les chiffres que je vais vous montrer, c'est des chiffres de l'Observatoire de la bio, qui est, mené par Interbio Occitanie et ce sont des chiffres, qui ont été, rassemblés en mai 2023. C'est les derniers chiffres les plus récents qu'on a. Donc heu, on voit que, jusqu'en 2000, entre la différence entre 2022 et 2021, on était à 4 d'augmentation encore en agriculture biologique et si là on compare, 2000, c'est les derniers chiffres qu'on voit, de 21 par rapport à 2022, donc les 2 dernières années, on est, non, pardon, entre les 2 dernières années, on avait encore une augmentation de 4 du nombre de personnes engagées. Donc, on a encore un nombre en fait d'engagements en bio qui augmente, contrairement à ce qu'on pourrait dire où maintenant les gens se déconvertissent et arrêtent de passer en bio. Ça, c'est en production. Par contre, dans le secteur de l'aval, qui sont transformateurs et metteurs en marché, on avait déjà remarqué entre 2021 et 2022 une diminution de 2. Donc, voilà, on peut voir le graphique, suivant, heu, Dominique,
qui Oui, reprend un petit peu ce que j'ai dit entre la différence entre le taux, de nouveaux et le taux d'arrêt. On voit tu que parce que là, on se focalise un petit peu plus sur 2023 et effectivement, on les 1ers chiffres, jusque début mai 2023 voient que le nombre d'arrêts, est très proche en fait des nouveaux engagements, en bio et qu'il est déjà, supérieur comme il l'avait été en 2022 pour les entreprises, de l'aval, les entreprises bio. Donc effectivement, on on peut si on voit le petit, la petite infographie suivante, Dominique. ouais, ouais, mais c'est très long à passer, je sais pas pourquoi. Alors là, on spécifie un petit peu plus sur les arrêts en bio. Les filières principales qui Mais tu le vois se là? Tu vois, quelque chose? non, mais je le Attends, vois sur attends, mon parce que j'ai ordinateur. l'impression que attends, j'arrête le partage et je repartage parce que, je comprends pas bien là. Tu voulais être à attends, hein. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est encore celle J'ai d'après que tu veux? triché. Non, c'est les arrêts avec un petit camembert. Ouais, du coup, ça passe pas. Attends, 2 minutes. Petit problème de connexion, excusez-nous. Voilà. Tac. Alors, ce que je vous disais qu'il y avait différents types d'arrêts. Heu, En agriculture biologique, il y en avait 2-3 les 3 types que je vous ai cités, donc on est à 6 des arrêts, mais sur ces 6 seulement 2 sont des arrêts de l'activité bio uniquement, donc des conversions qui continuent. Et en viticulture. Donc c'était juste un camembert, en fait, c'est pas grave si on n'a pas le camembert sous les yeux parce que, le petit camembert nous montrait que les arrêts, étaient surtout en grande culture et en viticulture. Alors là, Il y a normalement, vous un êtes, stage qui a été excuse-moi, Christelle, vous êtes censé voir le camembert quand même. Là, vous voyez vraiment rien là? Si, si, c'est bon, on le voit. moi je vois Ah, rien. ok, d'accord. D'accord. On l'avait du coup. Bon, beh, vous le voyez, tant mieux Pardon. parce que moi je le vois pas, mais je l'ai sur mon ordinateur. Hem, je vous dis oui, il y a un stage qui a été fait pour un peu essayer de comprendre, ces arrêts et les déconversions et on se rend compte que, heu, contrairement à ce qu'on pourrait Oui. Est-ce que je suis la seule à ne plus entendre Christelle ou c'est général? C'est général. Ouais. J'entends pas grand-chose non plus. Ok. Bon, donc je pense qu'elle avait des petits problèmes de connexion. Est-ce que, j'ai vu que Dylan était rentré dans la salle. Est-ce que Dylan, tu peux éventuellement commenter en attendant que Christelle reprenne une connexion là? oui, est-ce que vous m'entendez à Ah, ça nouveau? y est, ouais, Christelle, c'est bon, d'accord. Pour d'autres personnes aussi? C'est bon, j'espère, je continue. Oui, c'est bon. Je disais qu'il y avait plusieurs explications en fait, Hmm. il y avait plusieurs explications Oui. à la déconversion. Ouais, vas-y, ouais, ouais. Il y avait des problèmes économiques effectivement, pas assez de valorisation. On reviendra un petit peu dessus quand on parlera de la consommation. Mais aussi d'autres facteurs associés et on retrouve beaucoup des facteurs techniques. Donc on retrouve beaucoup des facteurs techniques et surtout dans certaines filières, comme peuvent être le maraîchage ou l'arboriculture, qui sont des freins, très, forts, en fait, au maintien de la production en bio, dans un contexte économique un petit peu, difficile. Si on focalise un petit peu sur les grandes cultures bio, que je connais personnellement un peu plus et qui nous réunit dans différents projets, avec l'INRA,
Effectivement, l'Occitanie est la première région productrice des grandes cultures bio. Et avec un pourcentage élevé en fait, de surface, dans la région, avec, un grand volume collecté par les coopératives. Et là, on a des informations un peu des coopératives par rapport à la conjoncture actuelle, parce que les coopératives, céréalières font quand même, une part très importante en fait du marché, des productions, céréalières, bio. Et donc leur message, pour l'instant, il y a énormément de volume en fait de céréales en bio, dans les coopératives. Malgré des années, qui sont tendues, on se rend compte que les céréales ont quand même assez bien fonctionné par rapport à d'autres, productions d'oléagineux, par exemple, comme le soja, ou même après c'est par région, ça a été très compliqué, mais en bio, on sait bien, tirer leur épingle du jeu. Et malheureusement, au niveau, de la conjoncture de marché, il y a, il y a une baisse de la consommation du marché, des consommateurs, par rapport aux produits bio. Alors ça, c'est dû, au fait qu'il y a une inflation. En 2023, on est près d'inflation, et un budget en fait alimentaire des familles qui n'a pas augmenté. Ça d'un côté, donc il y a un fait, au niveau de la consommation des ménages qui s'est moins reporté sur le bio, mais on a aussi vu les grandes surfaces, et moyennes surfaces qui ont déférencé des produits bio. Donc en fait, même s'il y avait eu un intérêt de quand même, pouvoir consommer bio, ce n'est même plus, faisable, dans beaucoup de GMS, où ça, c'est vraiment une des caractéristiques qui explique la diminution de consommation de produits bio. Et donc la diminution, ça c'est la toute dernière, diapo, où il y a vraiment eu une baisse on avait la part des produits bio dans le panier moyen des familles était en 6 en valeur en 2022, et il était de 6,4 en 2021. Donc on voit qu'il y a une diminution. Mais cette diminution, en fait, on observe qu'elle provient du secteur de la grande distribution. Pour les céréales, par exemple, il y a effectivement, les minoteries, les grandes minoteries françaises achètent beaucoup moins de blé, meunier aux coopératives. Mais on se rend compte que tout donc le pain, industriel bio, consomme, enfin tire moins, achète moins, mais il y a encore une marge de manœuvre avec les artisans. Donc le secteur de la boulangerie artisanale, elle, n'est pas en baisse, elle n'est pas en claire augmentation, mais elle n'est pas en baisse pour sa demande de céréales bio, et de farine bio. Donc là, on voit qu'il y a des marchés qui ont encore besoin d'avoir des produits, diversifiés en bio. Et de la même manière que si on voit une diminution, des ventes, dans les grandes et moyennes surfaces des produits bio, la vente directe de produits bio augmente. Donc on est, entre 2021 et 2022 à plus 3,9 de ventes, bio, et locales. Là donc, en vente directe, il y a encore un potentiel, aussi. Voilà un petit peu pour la consommation. Et puis après peut-être, quelques éléments au niveau de là on est face à une problématique, conjoncturelle pour la consommation et le développement de la production bio. Mais il y a aussi la question des changements climatiques. Et par rapport au changement climatique qui affecte, je vous disais que les céréales tirent un petit peu leur épingle du jeu, mais qui affecte quand même grandement et qui pose beaucoup d'incertitudes sur la production, en bio. On se rend compte que, il y a une tendance, et dans le secteur actuel, les coopératives, aussi, elles incitent à faire le dos rond pour l'instant, à réduire un peu les productions en grande culture bio, dans le réseau. Cherchent quand même à, diversifier, en fait, font des conseils d'améliorer les rotations, de diversifier les rotations en bio, pour finalement essayer d'avoir des systèmes plus résilients.
et plus diversifiée, à la fois aux instabilités du marché, mais aussi aux instabilités climatiques. Et on voit des coopératives comme Calisol dans le Gers qui travaillent beaucoup les cultures associées et entre autres en lentilles. Et ils se rendent compte que ils ont eu en fait des bons rendements alors qu'on a eu une année difficile en lentilles associées au blé comme tuteur. Et ils ont eu des très, très bons rendements. On se rend compte aussi qu'il reste des petits créneaux sur les légumineuses et que finalement, beaucoup de marchés en fait sont conventionnés en bio et on a des prix qui malgré l'inflation peuvent, en tout cas, il y a la possibilité qui, par rapport au conventionnel, au moins augmenter que les prix du conventionnel. Donc, il y a quand même de l'espoir de pouvoir revoir en fait les produits bio réaugmenter au niveau de la consommation des ménages dans les prochaines années. Les pronostics parlent en plus de début 2025 que ça reprendrait pour tout le monde et en bio aussi. Sachant qu'en parallèle, on a la restauration hors domicile qui, elle, continue à tirer le marché avec la loi Egalim, où il y a des potentiels avec une meilleure organisation des filières bio pour pouvoir approvisionner ce secteur qui est demandeur encore en produits bio. Voilà pour vous faire un petit panorama de l'agriculture biologique en Occitanie et le voir un petit peu dans la pratique avec ce que pourrait présenter Vincent et faire un lien en fait, je vous ai tendu différentes perches dans ma présentation, faire un lien avec l'intérêt que pourrait avoir la biodiversité pour aider l'agriculture biologique à se sortir de cette mauvaise passe. Ok, merci beaucoup Christelle. Donc, écoute, on passe la parole de suite à Vincent. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Super. Ok. Du coup, je m'appelle Vincent Diaz, je suis professeur d'agronomie à l'École supérieure de l'Arac et je suis le fondateur avec Alice Bardet d'une association autour à Pays-Reims, à côté de Castelnaudary, qui s'appelle Quelque chose d'important à faire. Donc, ouais, c'est bon, tu peux passer. Donc, c'est une association loi 1901 qu'on a créée en 2019, à la suite de nos études. Donc, tous les deux, on a fait un programme européen qui s'appelait Agris Mundus et où on a étudié le développement de l'agriculture dans les pays émergents. Donc, pour faire bref, j'ai passé pas mal de temps en Afrique du Sud où j'ai travaillé dans le développement de l'agriculture bio dans les communautés et j'ai vu que là-bas, il y avait très peu de résultats en termes de production agronomique par ces personnes. Et pour moi, la raison principale, c'était que sur l'Afrique du Sud, qui est, je sais pas combien de fois plus grande que la France, il n'y a aucun programme de sélection sur le territoire. Et donc, forcément, pas de variété adaptée. Donc, les productions sont très basses et ça entraîne pas mal de problèmes au niveau économique pour ces communautés-là. Donc, à la suite de ça, on a décidé de créer une association de sélection variétale participative qui s'appelle Quelque chose d'important à faire. Donc, on a commencé dans mon petit village en 2019 avec une dizaine de membres. Ensuite, le projet a bien pris, enfin, ça a bien plu. On est allé jusqu'à 60 membres en 2022. Donc, ça allait de Montauban jusqu'à Lézignan ou Narbonne. Narbonne. Et par contre, aujourd'hui, on a le nombre d'adhérents qui est en baisse et la participation, l'association aussi. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu ce qu'on fait et ensuite pour avoir des pistes d'amélioration pour améliorer tout ça. Donc, nos objectifs, c'est de proposer des variétés adaptées à chaque producteur. Donc, on prend en compte le sol, l'ITK, donc leur façon de cultiver et le climat. Ensuite, générer de la diversité génétique parmi les espèces cultivées. Donc, on travaille principalement avec des jardiniers. Pourquoi? Parce que on part du principe que chaque jardinier va travailler dans un environnement particulier, avec ses méthodes et ses variétés. Et donc, si les jardiniers font de la sélection, ça équivaudrait à développer des variétés adaptées à un peu tous les types de cultures, enfin, toutes les façons de cultiver.
Ensuite, on essaye aussi de s'adresser à la valeur nutritionnelle qui globalement est en baisse parce qu'on voit que depuis le boom de la sélection variétale, de l'intégration de toutes les connaissances scientifiques de la sélection variétale, on a progressé énormément en rendement, mais par contre, la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits, elle a tendance à baisser. Et en fait, le dernier objectif, c'est créer un réseau qui permet à chaque personne intéressée de participer à ce programme. Et donc pour ça, on a mis en place donc un réseau de sélection variétale participative multi-acteurs. Donc il y a une diapo après qui vous présente vite fait le schéma global. Ah, bon, ça va un peu bouger. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire une recherche collaborative où on fait participer des jardiniers qui vont être là pour générer de la diversité, mettre en place des expérimentations et tester des variétés, des étudiants. Donc, ça, c'est à partir. On a commencé, on commence cette année depuis cette rentrée 2023. Donc, ce sont mes étudiants en BTS ACD, donc agronomie culture durable, qui vont être investis dans le traitement des données issues des productions des jardiniers et pour réaliser des croisements sur les différentes variétés. Donc, jusqu'à maintenant, on le faisait au jardin de l'association, les croisements. On demandait aux jardiniers aussi de les faire, mais c'est vrai que c'était pas très bien fait ou alors les gens ne le faisaient pas forcément. Donc, on a décidé, oui, on a créé un module spécial dans la formation qui s'appelle EIL. Donc, c'est un module d'initiative locale où on fait participer les étudiants dans la sélection participative. Ensuite, l'idée, c'est de proposer les variétés qui vont émerger du programme à des producteurs pour qu'ils puissent les cultiver et les commercialiser jusqu'à ce que ça arrive au grand public. Et dans tout ça, donc, il y a la recherche depuis quelques années, depuis récemment, avec notre rencontre du BioCivam et de personnes de l'INRAE comme Dominique, qui nous permettent de nous investir dans des projets comme des Vegan Food, dont on parlera après, et aussi qui nous donnent des conseils sur le développement de notre projet. Euh, voilà. Et donc, notre rôle, oui, nous, c'est de faire un conservatoire de gérer la coordination entre tout. Et si vous avez vu à la fin, on a fait partir le petit logo, enfin, le petit QCIF au milieu. Parce que bien sûr, à terme, si on fait un projet qui marche, c'est pas que tout ce programme tourne autour de nous, mais qu'on puisse se retirer afin de créer un programme, des programmes de sélection autonome entre ces différents acteurs. Donc, c'est bon. Oui, donc un petit focus sur les jardiniers. Donc, comme je vous ai dit, c'est les acteurs un peu principaux du programme. Donc, par rapport à la diversité de leurs conditions de culture, mais aussi on a identifié qu'il y a énormément de connaissances empiriques chez les jardiniers. Et un petit papy qui cultive son jardin depuis 40 ans, il a une quantité de connaissances immense qu'on souhaite à faire partager entre les différents jardiniers pour justement faire du partage de connaissances et améliorer nos résultats. Le truc, comme on vous a dit, c'est que les premières années, on arrivait avec une approche vraiment scientifique, avec des protocoles de recherche de plusieurs pages. Et donc ça a eu tendance un peu à faire peur aux jardiniers. Et on nous disait, ouais, mais moi je vais dans le jardin, c'est pas pour faire le chercheur, c'est juste pour cultiver mes variétés et prendre du bon temps. Et c'est vrai que là, c'était quand même assez fastidieux parce qu'il fallait prendre des photos, des notes, tout ça, tout ça. Donc, afin de relancer un peu les adhésions et montrer que c'est pas un si gros travail que ça, on a choisi pour la saison prochaine 2024 de faire plusieurs adhésions pour les jardiniers. Donc le premier c'est optanteur, jardinier optanteur. Donc s'il y a des jardiniers qui sont intéressés au croisement et de la sélection, ils pourraient s'impliquer pleinement dedans avec un suivi plus soutenu.
expérimentateurs. Donc, eux vont tester différentes pratiques pour identifier les plus performantes. Donc, si on a des questions, je sais pas, par exemple, par rapport aux dates de semis idéal, la préparation du sol, pour une variété en particulier, on va demander aux expérimentateurs de se concentrer sur ça. Donc, la charge de travail est un peu moins importante. Et le dernier, c'est observateur. Donc, eux, en fait, vont cultiver des variétés de l'assaut et nous faire des retours pour nous dire si, en fait, elles correspondent bien à nos fiches d'identité variétale, comment on les a décrites, et si elles répondent aux critères de sélection. Donc, les observateurs, un exemple concret, cette année, on a récolté une tomate qui a pas mal de succès, qui est là au sous-blue, mais on cherche à augmenter le calibre. Donc là, en fait, on va distribuer plusieurs plants à des jardiniers observateurs et on demandera d'avoir des retours sur la taille des fruits pour conserver les graines et améliorer le calibre de cette variété pour qu'elle soit plus intéressante pour les producteurs. Et donc, aussi, depuis cette année, on fait partie d'un projet européen grâce au Biosivam, pardon, qui s'appelle Divine Food. Donc, on fait partie du Living Lab sur le haricot lingot de Castelnaudary. Pour nous, c'est une super chance de faire partie de ce projet parce que ça apporte vraiment du concret à nos activités. Parce que jusque-là, on cherchait des variétés, c'était un peu diffus, quoi, des variétés qui s'adaptent bien et tout, mais sans objectif vraiment précis parce qu'on travaille, on n'avait pas pris le problème à l'endroit en travaillant directement avec la demande des producteurs, mais plutôt nous, ce qui nous ferait envie. Et donc là, c'est l'inverse. La demande vient plus des producteurs, vient plus de la situation actuelle de production plutôt. Donc, pour faire court, le haricot lingot de Castelnaudary, c'est une culture qui est vraiment ancrée au niveau local, mais dont la production est en grosse baisse à cause du manque de diversité au niveau des variétés. Donc, on en revient au sujet de la biodiversité cultivée. Et donc, en fait, il n'y a qu'une seule variété qui est produite sur le secteur de Castelnaudary, qui est la variété Hidalgo. Mais donc, cette variété, son avantage, c'est qu'au niveau de la transformation, elle est top, mais niveau agronomique, c'est pas terrible. Et surtout, avec les restrictions d'eau récentes, il y a pas mal d'agriculteurs qui laissent tomber. Donc, notre objectif, c'est de créer un réseau, de faire participer notre réseau de jardiniers et d'étudiants à QCIAF pour essayer de trouver de nouvelles variétés de haricots lingots qui répondent aux attentes des producteurs, des transformateurs et des consommateurs. Donc, en parallèle du projet, on va essayer d'évaluer la qualité nutritionnelle et la création de nouveaux génotypes. Mais ça, c'est en dehors du projet. Mais pour faire bref, ce qui est hyper intéressant, c'est que à travers ce projet, en fait, on pourrait faire participer tout le grand public, le public chorien, à la participation, à la création, pardon, d'une variété locale, donc qui est faite vraiment par les habitants de Castel, de ses alentours, avec le soutien de chercheurs et de producteurs. Tout ça dans l'objectif de redynamiser un peu cette filière. Voilà, pour faire bref. Ben, super intéressant.